Mesdames, Messieurs, très bon week-end à vous tous. Bienvenue sur cette édition de la rédaction. Voici les titres. Le chef de l'État a quitté ce matin la capitale à destination de Paris où il prendra part au 100e anniversaire de l'armistice et un forum sur la paix et la sécurité dans le monde. Et en Syrie, libération de du vingtaine d'otages druzes détenus par l'organisation État islamique. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue à vous. Le chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a quitté ce matin la capitale à destination de la France, à Paris, la capitale française, où il prendra part du 11 au 13 novembre prochain au double événement que sont la célébration du 100e anniversaire de l'armistice et un forum sur la paix et la sécurité dans le monde. La participation à ces événements s'inscrivent au prolongement du lien fort que notre pays a en partage avec la notion d'armistice d'une part et avec la notion de préservation et de promotion de la paix et de la sécurité d'autre part. Notre lien avec l'armistice s'explique effectivement par le fait que des contingents originaires de notre pays aient pris part à la Première Guerre mondiale 14-18. Quant à notre lien avec la promotion de la paix et la sécurité dans le monde, elle s'explique par le fait que notre pays concourt au rang de maillon essentiel à la préservation, au combat et à la régulation de la sécurité et de la stabilité dans la région de la Corne d'Afrique et de l'océan Indien. Notre équipe qui est partie avec le chef de l'État pour nous couvrir cet événement. En effet, Mohamed Dahir, que nous avons eu tout à l'heure au téléphone, donc nous a expliqué que ceci est à l'initiative du président français, le forum de Paris sur la paix et la sécurité auquel prendra part notre chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, à valeur d'une assise étendue au plus grand nombre de décideurs gouvernementaux, internationaux et même leaders issus des sociétés civiles. Il a pour principal objectif, a-t-il rappelé, la réalisation d'un débat inclusif et générateur de solutions concertées et viables sur les conflits et autres vecteurs d'instabilité et de la sécurité dans le monde. Au cours de sa participation à ce forum de Paris sur la paix et la sécurité, le président Guelleh partagera la vision et l'expertise notamment notoirement reconnue de Djibouti en matière de préservation et de renforcement de la paix, mais aussi de la sécurité. Une importante délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, accompagne le chef de l'État dans le cadre de ce déplacement à Paris. À noter également la présence au sein de la délégation conduite par le chef de l'État en France, de l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République française, Ayed Moussaïd Yahya. Et ce communiqué de l'Union nationale des femmes djiboutiennes qui nous est parvenu aujourd'hui fait état de l'entrée de 2 nouveaux membres au comité directoire de l'UNFD, de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, présidée par la première dame du pays, Mme Khadra Mahmoud Haïd. Il s'agit de Mme Hasna Hamad Bilil, précédemment députée à l'Assemblée nationale, qui est nommée vice-présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Mais Mme Hasna Hamad a été députée nationale successivement en 2008 et en 2013. Durant ces 2 mandats de députation, la nouvelle vice-présidente avait occupé le poste de vice-présidente de la commission des lois. Elle a également été présidente de la commission genre du Parlement panafricain et de Mme Ruqia Youssouf Ali, cadre de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, qui est quant à elle nommée secrétaire générale adjoint. Rappelons que les autres membres du comité restent inchangés. Autre national donc dans cette édition de la rédaction, le secrétariat d'État chargé des affaires sociales, le ministère délégué à la décentralisation n'ont de cesse de consolider leur partenariat au service du développement social et de la résilience des populations rurales. C'est dans ce cadre que s'inscrit la mission effectuée ce jeudi 8 novembre 2018 à Meilou, un village de la sous-préfecture de Randa, par le ministre délégué à la décentralisation, M. Mohamed Aramis, et la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Adan, et le commandant des forces japonaises d'autodéfense à Djibouti, le colonel Takuro Sekia. Dans ce déplacement à Meilou a eu lieu une importante réunion de travail avec les représentants de la population. Les 2 membres du gouvernement et l'officier nippon ont été accompagnés par le préfet de Tadjoura,
Abdelmalik Mohamed Banoïta et le sous-préfet de Randa, Aden Mohamed Daoud, et le vice-président du conseil régional de Datura, Abdou Omar Abdelkader. Les discussions ont été essentiellement centrées sur la problématique de la soif, l'accès aux soins et à l'éducation, la sécurité alimentaire et d'autres points importants. Les officiels, accompagnés de leurs conseillers, ont pris bonne note des doléances formulées par les chefs coutumiers et les mères de famille. Donc après ces échanges, les deux ministres et les autorités locales, ainsi que le colonel Sekia, ont visité l'ouvrage d'eau réalisé il y a 5 ans par l'unité de gestion des projets du ministère de l'Agriculture. Cette citerne enterrée d'une capacité de 1000 mètres cubes d'eau a significativement amélioré les conditions de vie de la population locale. Important carrefour pour les habitants des villages du parcours pastoral Randa Makarassou, le village d'Amailou, où les gens se regroupent pour les événements importants comme les prières de l'Aïd ou encore les palabres, et où ils effectuent leurs devoirs civiques. À chaque scrutin est appelé à moyen terme à devenir un vrai village avec tous les services sociaux nécessaires. Tel est l'objectif du gouvernement dans le cadre de la lutte contre l'exode rural. Prenant la parole, la secrétaire d'État aux Affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Aden, a souligné l'importance de cette visite qui fait, a-t-elle dit, partie des efforts du gouvernement pour fournir des services sociaux aux habitants des régions de l'intérieur de notre pays. Nous sommes, a-t-elle dit, en visite de travail avec le commandant des forces japonaises basées à Djibouti pour mieux connaître la situation de la population dans les zones éloignées, disparues, dépourvues de certains services sociaux tels que des écoles ou encore des dispensaires. Au cours de cette réunion, nous avons été informés des besoins urgents de la population dans cette localité, notamment en ce qui concerne, a-t-elle dit, l'approvisionnement en eau potable, et nous nous efforçons de répondre à ces demandes dans les meilleurs délais, conformément aux engagements pris par le gouvernement dirigé par le chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh. Enfin, nous allons également coopérer, a-t-elle dit, avec les autres parties concernées, notamment les forces japonaises basées à Djibouti. Le ministre délégué chargé à la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Alamis, a exprimé ses remerciements et sa gratitude de son côté aux habitants de la région pour l'hospitalité qui lui a été réservée, ainsi qu'à lui ainsi qu'à sa délégation. Il a souligné que le secrétariat d'État aux affaires sociales s'employait inlassablement à réduire le taux de pauvreté, en particulier dans les zones isolées, en améliorant les conditions de vie des familles les plus démunies, en fournissant une aide alimentaire ou encore de l'argent aux personnes nécessiteuses. Le ministre a expliqué que la tâche principale de son département était de promouvoir la décentralisation, en affirmant qu'il existait une relation de coopération entre son département et le secrétariat d'État aux affaires sociales. Il a souligné également la nécessité de résoudre le problème du déplacement et d'exode vers la ville de Tadjoura, en fournissant différentes régions éloignées les installations des services nécessaires. Dans son intervention, il a évoqué également les efforts en cours pour lutter contre la soif et le problème de manque d'eau dans la région. Il a rappelé que le gouvernement ferait tous les efforts possibles pour que la population ait accès à l'eau potable. Le secrétaire général de l'Organisation des capitales et des villes islamiques est arrivé ce vendredi à Djibouti pour participer à la 32e session du conseil d'administration de l'organisation qui se déroulera pour la première fois dans notre pays les 11 et 12 novembre prochains en collaboration avec la mairie de Djibouti. À son arrivée à Djibouti, il a été accueilli par Madame le maire de la capitale, Fadma Awal Ousmane, l'ambassadeur de Djibouti en Arabie Saoudite, ainsi que d'autres responsables. Madame le maire de la capitale, Fadma Awal Ousmane, a souhaité donc la bienvenue au secrétaire général de l'Organisation des villes et capitales islamiques. Et l'a remercié de sa visite qui est le premier du genre. Cette session examinera un certain nombre de sujets visant à promouvoir et développer des programmes de renforcement des capacités et améliorer également les niveaux de développement des services et des installations municipales dans les pays membres de cette organisation. Le choix de Djibouti d'accueillir cet événement majeur témoigne du succès des efforts déployés par les autorités djiboutiennes sous la direction du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, pour renforcer la présence de Djibouti dans les enceintes internationales.
Et de là, nous passons à l'économie pour évoquer les banques islamiques dans notre édition de ce soir. Il y a en effet 2 jours de cela, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, avait inauguré le nouveau siège de la Salam Africa Bank, un événement qui coïncidait avec la célébration du 10e anniversaire de celle-ci. Une occasion pour nous de revenir sur le rôle des banques islamiques sur la place à Djibouti. Les banques islamiques, pour quel avenir ont-ils à Djibouti? Donc c'est un document de la rédaction. Je vous propose de le suivre. La République de Djibouti ambitionne de devenir la nouvelle plateforme de la finance islamique en Afrique. Pendant les 8 dernières années, 3 banques islamiques se sont installées à Djibouti. Ayant déjà accueilli les 3 derniers sommets de la conférence africaine de la finance islamique, Djibouti a réussi à attirer des investissements importants. Grâce à son nouveau système juridique facilitant la croissance de la finance islamique, la République de Djibouti pourra devenir la plus grande plateforme financière islamique de l'Afrique. D'après la Banque centrale de Djibouti, ces banques ont pu renforcer les placements financiers du pays. Elles détiennent notamment de 15 à 20% du marché financier djiboutien. Le gouvernement djiboutien s'est davantage impliqué dans le projet de la finance islamique lors de la 4e conférence africaine de la finance islamique qui s'était tenue au Djibouti Palace Kempinski du 4 au 5 novembre 2015 et où le chef de l'État a indiqué que la finance islamique peut jouer le rôle de catalyseur dans la mobilisation des ressources financières en Afrique, qui permettant ainsi la croissance économique et le développement durable, estimé à près de 2000 milliards de dollars à travers le monde. Le développement de la finance islamique à Djibouti a fait des émules lors de la 8e édition de la Global Islamic Finance Awards, GIFA, qui s'était tenue à Sarajevo, la capitale de la République fédérale de la Bosnie-Herzégovine. Le chef de l'État, détenteur du prix mondial de la GIFA depuis septembre 2017, a remis le trophée aux mains du lauréat de l'édition 2018, en l'occurrence le président de la Bosnie-Herzégovine. Plus qu'un symbole, le prix de cette institution vient consacrer les efforts d'un pays et de son principal dirigeant tournés vers le développement de la finance islamique. Le Graal a été sans nul doute hier avec l'inauguration officielle d'un imposant bâtiment moderne tout en verre et en aluminium de la Salam African Bank située en plein centre-ville qui est également une banque islamique de la place. La Salam Africa Bank est un groupe financier appartenant à un collectif d'opérateurs économiques somaliens. Immeuble high-tech réunissant l'ensemble des rationalismes propres aux édifices les plus modernes et les plus raffinés. La Salam Africa Bank de Djibouti est un complexe de 12 étages reposant sur une superficie globale de 15 000 mètres carrés. Elle dispose aussi d'un parking de 4 000 mètres carrés. Elle offre un cadre propice à la réalisation d'un travail de qualité, notamment en vertu d'une informatisation totale de ses prestations et d'une accessibilité permanente à un Internet haut débit. La répartition de ces locaux sur le principe d'une spécificité professionnelle est également de nature à accroître l'aptitude à l'efficacité et à l'exécution rapide des tâches. Djibouti est en plein développement économique et renforcer sa finance islamique constitue un point majeur dans ce processus. L'une des raisons pour lesquelles Djibouti se veut d'être le fer de lance de la finance islamique est la réduction de la pauvreté. Cette nouvelle forme de finance va contribuer à la réduction de la pauvreté grâce au système de prêts sans taux d'intérêt. Donc c'était un magazine de la rédaction et Samatar m'a rejoint sur le plateau. Bonsoir Samatar. Bonsoir à vous. Et nous commençons l'actualité internationale. Mais avant de passer à l'international, nous commençons avec l'actualité régionale où le président érythréen Isaias Afwerki, qui est accompagné du président somalien Mohamed Abdullahi Farmajo, sont arrivés à Gondar en Éthiopie pour des consultations trilatérales. Qu'en est-il? Eh bien oui. Je prie, le Premier ministre Abiy Ahmed a accueilli les présidents à leur arrivée à l'aéroport Hatzé Tewodros de Gondar. Après leur arrivée, les dirigeants se rendront à Bahir Dar pour y tenir des discussions trilatérales visant à consolider les 3 pays. L'instauration, d'une intégration économique forte, la garantie de la paix et de la stabilité ainsi que la promotion des relations entre les peuples dans la région figurent en bonne place à l'ordre du jour.
Cette réunion fait suite à la présente discussion que les dirigeants des 3 pays ont tenue en septembre dernier à Mogadiscio. Lors de leur réunion en septembre, les dirigeants ont évoqué et conclu un accord de coopération globale visant à renforcer, Choukri, les liens. Et comme je le disais tout à l'heure dans les titres Samatar, en Syrie notamment, la libération de la vingtaine d'otages druzes qui étaient détenus donc par l'État islamique. Eh bien oui, Choukri, ces opérations ont été menées par l'armée. D'autres sources évoquent un échange de prisonniers. Des images, comme vous le voyez sur les images, des femmes voilées, des garçons et d'au moins une fille entourée d'hommes en uniforme militaire près d'un pick-up dans un paysage désertique de la Syrie. L'armée a affronté directement, Choukri, l'organisation terroriste État islamique qui avait enlevé des femmes et des enfants de la province de Souaïda et a pu libérer tous les otages, au moins 19. Si le gouvernement a suggéré que la libération de ce groupe de Druzes était le résultat d'une opération militaire, d'autres sources, Choukri, ont indiqué qu'elle avait eu lieu dans le cadre d'un accord sur l'échange des prisonniers. Ces attaques avaient fait plus de 250 morts, un des bilans les plus lourds contre la communauté druze depuis le début de la guerre en Syrie, rappelons-le, en 2011. Et en Australie, à mort et des blessés au couteau. Ces blessés et ce mort ont été revendiqués par l'État islamique. Qu'en est-il, Samatar? Eh bien, Choukri, d'après des témoins, l'homme aurait attaqué des piétons près d'un pick-up en flammes qui apparemment lui appartenait. L'incident s'est produit dans le quartier d'affaires de Melbourne, dans le centre de la ville au sud-est de l'immense île continent, aux alentours de 16h20, alors que des gens commençaient à quitter leur travail pour le week-end. Une personne est morte sur le lieu et d'autres ont été soignées pour les blessures, a déclaré la police, ajoutant que le suspect n'avait pas de lien connu avec le terrorisme. L'incident s'est produit dans le quartier des affaires de Melbourne. Et la police australienne a annoncé quelques heures plus tard qu'elle considérait cette attaque à coups de couteau comme un acte terroriste, ajoutant que le suspect, Choukri, était d'origine de Somalie et a été connu des services de renseignement. Et la ville de la Californie aux États-Unis est sous les flammes, Samatar? Eh bien oui, Choukri, pour l'heure, il est établi qu'au moins 26 personnes ont été évacuées à la ville de Paradise, au nord de Sacramento, et a été dévastée par le feu. Des témoins rescapés racontent que toute la ville brûlait au moment où ils sont parvenus à prendre la fuite à travers les flammes. L'incendie est favorisé par des vents violents dont les pointes sont enregistrées à 80 km à l'heure. Près de 100 000 personnes vivent dans la ville de Chico, dans le comté de Butte et se trouvent maintenant menacées par l'incendie. Plus de 8 000 hectares ont brûlé depuis le feu, s'est déclaré jeudi dernier. Merci Samatar pour ces explications. Merci à vous de nous avoir accueillis chez vous. C'est tout pour cette édition de la rédaction. Très bon week-end à vous tous, à toutes et à tous. Portez-vous bien. Bye bye.